Sud Radio, 11h midi, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et j'espère que vous profitez vraiment bien de ce long week-end du 14 juillet pour ceux qui ont fait un énorme pont et puis de vos vacances pour ceux qui y sont. Bonjour l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence. Alors et on puis parle bonjour auto à tous ceux qui nous écoutent quand Bah même. oui. Et puis ceux qui nous regardent sur Facebook aussi, sur la page Sud Radio. Coucou. Nous sommes le 17 juillet, donc ça y est, le mi-juillet est passé. Beaucoup d'entre vous prennent leurs vacances puisque c'est la grosse période pour la France. Et Je sais en pas gros, si c'est mi-juillet, encore 15 mi-août. juillet. Si, ça reste Si, encore ça reste. la période la plus... même si c'est en train de s'amenuiser et que les gens partent moins longtemps. Mais c'est quand même, ça reste encore Ils le... partent en France cette année, c'est ça. Ah bah oui. Bon, allez, on parle auto avec vous. Vous nous rejoignez au 0826 300 300. Vous posez toutes vos questions à l'ami Jean-Luc. Vous voulez intervenir sur les sujets que l'on vous propose. Vous êtes les bienvenus autant par téléphone 0826 300 300 que sur la page Facebook de Sud Radio. Il va être question de l'incidence du poids de ma voiture. Ouais, Pourquoi est-ce elle a que- grossi pendant le confinement elle aussi Ouais, non, mais surtout quand on part en vacances, elle a tendance à prendre du poids. Un petit peu, surtout dans le coffre, Ouais. avec toutes les boîtes à chaussures qu'on emmène, etc. Alors, est-ce que une voiture chargée, lourde, ça freine moins bien? Vous allez me dire, bah oui, évidemment. Eh ben peut-être Eh ben pas. pas forcément. On en parle en détail dans quelques Exactement. minutes. Évidemment, vos questions pratiques. L'essai de la voiture. Alors, c'est pas facile à dire, hein, surtout Allez, vas-y, pendant les je vous laisse vacances faire. après du rosé. Le Mitsubishi Eclipse Cross PHEV. Et voilà. Et puis on va recevoir aussi quelqu'un qui fait un journaliste et Un journaliste qui a auteur, fait ouais. un livre exceptionnel. Selon vous, l'ami Jean-Luc, c'est le livre le plus. Alors le titre est un peu racoleur, hein. Ça je commencerai par l'épingler sur le titre, l'arnaque de la voiture propre. Ouais. Alors tout de suite les gens vont se dire ouais, l'arnaque de la voiture électrique. Alors pas forcément justement. Mais Et alors Nicolas, faut que je lui tire mon chapeau parce que je l'ai lu quand même. Ah, et attends, mais c'est mieux Je quand même. n'aurais rien à changer de ce bouquin, je peux même changer le nom. Je vais enlever Nicolas Meunier, je vais mettre Jean-Luc Moreau et je serais très fier d'avoir Ça va écrit votre ça. ego, Jean-Luc? Non, mais laissez, Nicolas sera aussi avec nous. Allez, en tout cas, moi je l'aime beaucoup, notre ami Jean-Luc Moreau. Tout de suite, la première question pratique, c'est à vous. Sud Radio, 11h midi, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et nous recevons tout de suite Abderrahim qui a fait le 0826 300 300. Bonjour Abderrahim. Bonjour Jean-Luc et Laurence. Je suis très content de passer à la radio avec vous. Eh ben, on est ravis de vous recevoir. Vous habitez où, Abderrahim? J'habite en Bretagne, C'est c'est où? chouette, Parce que c'est entre Quimper et Brest, Ah, c'est une ville beau. qui s'appelle Châteaulin. c'est très très beau. Alors, la question à l'ami Jean-Luc. Voilà, donc en fait, le cas, je vais essayer de faire rapide. Le cas d'un copain, donc ils ont une Clio essence, elle est D'accord. 2007, Ouais. elle a 6000 km. 6000 kilomètres? Oui, tout à fait, ouais. Ils ont perdu Alors, les clés? Qu'est-ce qu'ils Ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Elle est bonne, celle-là. Non, mais c'est Elle vrai, est pas mal. elle est de 2007 Elle a et que elle a 6000 que 6000 kilomètres. km. Ah ouais. D'accord. C'est ça. Non, pardon, 2007, non, elle est de 2014. De 2014. Ah, elle a 7 ans. 2014, elle a 7 elle a ans. 7 ans, Bon, enfin d'accord. bon, 6000 D'accord. km, Voilà. moi je l'ai fait en C'est 2 ça. semaines. Hein. Ouais. Oui. Et donc, donc en fait, c'est une voiture qui est très peu utilisée. Elle dormait dans le garage tout le temps. C'était plutôt les personnes d'aide, les aides-soignantes ou les femmes de ménage qui la prenaient pour faire les courses ou quelque chose comme ça. Donc c'est une D'accord. voiture très peu utilisée. Là, depuis donc elle a eu l'entretien des 5000 km chez Renault. Et Ouais. donc ils ont changé ce qu'il faut, tout ça. Puis après, elle est tombée en panne et elle a été remorquée. Le garagiste à Renault, donc le Renault, donc il répare les bougies ou un truc comme ça. Finalement, c'est pas ça. Rebelote, elle repart au garage. C'est un autre garagiste parce que comme ils étaient plus loin. Et du coup, le deuxième garagiste qui est dans le réseau AD ou un truc comme ça, donc il a diagnostiqué un joint de culasse. Donc Pour une voiture qui roule pas. Voilà. Parce un que joint de cul- pour claquer un joint de Ça a culasse, séché. non, ça sèche pas comme ça. Je sais. Parce que pour claquer un joint de culasse, il faut quand même que le moteur il surchauffe. Ah bah, c'est Donc clair. c'est. Ouais, c'est- ouais. Alors c'est quoi comme moteur? Parce que vous me dites c'est un moteur essence, mais c'est le 900 cm3 TCE ou le 1 litre 2 TCE? Est-ce que vous savez? Je crois que c'est un litre 2. 1 litre 2. Et le 1 Alors litre c'est le 2. moteur à misère.
C'est Ah. c'est la bête Ah. à chagrin de chez Renault. C'est un moteur Ah. qui a eu pas mal de problèmes, dont des problèmes de joint de culasse, Ah des mince. problèmes Ah. de consommation d'huile. Mais vous me dites, l'entretien venait d'être fait, il a été fait à 5000 km chez Renault, c'est ça? Exactement. Et 1000 exact. km après, la voiture tombe en panne et le Oui. garagiste dit c'est le joint de culasse. Oui. Ça Oui. paraît complètement. Alors, ça- question ça paraît complètement totalement fou. bête d'une Ouais. béotienne que je suis Ouais. à ce niveau-là, parce que j'ai rarement vu des voitures de 6000 km, sauf quand j'avais fait rouler 2 ans avec ma voiture, 2 mois avec ma voiture neuve. Est-ce que le fait de ne pas du tout rouler avec une voiture peut Oui. abîmer le moteur? Alors, ça peut abîmer pour plusieurs raisons. D'abord parce que votre moteur, contrairement à ce qu'on peut croire, il n'est pas complètement étanche. Donc le fait de ne pas rouler, vous allez avoir de l'humidité à l'intérieur du moteur, l'eau va se mélanger à l'huile. Ah. Et alors l'intérêt La de faire mayonnaise. rouler la voiture souvent, c'est que on évacue cette eau, puisque l'huile monte en température au-dessus de 100 degrés, donc on évacue naturellement l'humidité qu'il y avait dans l'huile. Donc là, il risque d'y avoir de l'humidité qui va se mettre dans l'huile. Alors c'est pas comme si on mettait des verres d'eau dedans, mais de l'eau, on sait que ça lubrifie quand même moins bien que de l'huile, donc il est possible d'avoir Mais de l'huile. exactement, il est possible d'avoir un problème, mais en général, c'est pas un problème de joint de culasse. Un problème de joint de culasse, c'est soit un problème de radiateur qui est bouché et le moteur surchauffe, soit on a, alors sur cette voiture-là, c'est vrai que sur le moteur 1 litre de TCE, des problèmes de joint de culasse, il y en a eu quelques-uns, qui étaient liés en fait à une consommation d'huile excessive. Et quand la consommation, quand il n'y a plus d'huile dans le moteur, il se met à chauffer d'un coup. En général, c'est même pas un joint de culasse, C'est en pète. on casse le moteur. Donc c'est un. Alors le vrai problème, c'est que elle a que 6000 km, mais malheureusement, elle a 7 ans. 7 ans. Et tout ce qui est, comme on évoque parfois, la garantie, ce qu'on appelle des vis cachées, Ah bah c'est mort. là. au-delà de 6 ans, c'est pratiquement impossible auprès du constructeur. Donc là, si c'est juste le joint de culasse, comme dit le garagiste, bon bah, finalement, un joint de culasse à changer, c'est pas si onéreux que ça, donc ça vaut C'est le quoi coup à peu parce que près la le budget? voiture. Bah, le joint de culasse en lui-même, ça vaut 30 balles. Hein, Oui, et puis mais après, c'est la c'est main-d'œuvre la surtout, main-d'œuvre. hein. Mais C'est un peu la plus main-d'œuvre, long, là. tout dépend où vous êtes. Hein. Si vous êtes dans le 16e à Paris, c'est pas le même Non, tarif mais là, en Bretagne, que c'est si bien. vous êtes en Bretagne. Non, mais en Bretagne, Ils sont on va honnêtes. dire que pour 500 €, vous pouvez avoir s'il n'y a pas de surfaçage de la culasse à faire. Mais là, a priori, le moteur n'a pas chauffé. Donc, il y a juste à changer le joint de culasse. Alors, pourquoi il a claqué? Ça, par contre, je suis incapable de vous donner une réponse. Mais ça vaut le coup, vu le faible kilométrage de la voiture, de faire la réparation. Maintenant, D'accord. pourquoi il y a eu cette panne? Mystère et boule de Mystère gomme. et boule de gomme, hein. Là vraiment. Donc, c'est pas la peine de s'engager dans une. Non, dans une procédure contre Renault, Non. vous aurez rien du Ah tout. non. Ah non, D'accord. là, laissez tomber. Hein. Oui. Même en Ok. disant elle n'a que 6000 km, ils N'y vous diront. pensez même Ouais, pas. ouais, parce qu'ils vont vous dire, ouais, elle a que 6000 km, mais elle a 7 ans. Elle a 7 ans. Et le ouais. kilométrage, on n'est pas sûr qu'il soit bon. En plus, vous savez qu'aujourd'hui, on peut les bidouiller, les kilométrages. Mais là, c'était une voiture C'est neuve possible. qu'ils avaient achetée? Oui, oui, Elle oui. était neuve à l'époque, oui. Bon, alors, Neuve, le ouais. bidouillage. Bon. Mais en tout cas, j'espère qu'on a répondu à votre question, Abderrahim. Oui, très bien, très Bon. bien. Et profitez Très bien. bien de votre joli week-end mi-juillet, comme ça, du côté de la Bretagne. Merci beaucoup. J'étais très content de vous avoir. Hein. Ouais, bah, nous Merci aussi. beaucoup. Ouais, Merci, on au aime revoir. bien ces moments de partage. Merci beaucoup. À suivre, juste après la première pause de notre rendez-vous, nous allons parler de l'incidence du poids de la voiture sur le freinage. Et puis, on vous donnera aussi la parole. Hein. Questions pratiques, toutes vos questions à l'ami Jean-Luc. Ça continue aussi sur ce mois de juillet. 0826 300 300. Vous n'hésitez pas, appelez-nous dès maintenant. Sud Radio, 11h midi, on parle auto. Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et vous n'oubliez pas, dans le courant de notre rendez-vous aujourd'hui, samedi 17 juillet, nous allons recevoir Nicolas Meunier, qui est journaliste et qui commet ce Je vais faire une livre, petite pub encore. L'arnaque de la voiture propre. À lire sur la plage. D'accord, Voilà. ok. Ça se Voilà. lit bien, hein, c'est simple. Hein. Et on le reçoit, donc on en parlera avec lui dans quelques minutes. Parlons pneus, parlons bien. On parlera du pneu, hein, le grand oublié des vacances. Et puis tout de suite, eh bien, on va surtout parler de sécurité sur le poids de notre Titine. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Quelle est l'incidence du poids de la voiture sur le freinage? Très bonne question avec ces départs en vacances. Ouais, c'est vrai, parce que les voitures vont être quand même assez chargées. Chargé, ouais. Alors d'après vous, est-ce que quand une voiture est chargée, elle freine, elle met plus de distance à s'arrêter que quand elle n'est pas chargée? Alors, est-ce qu'elle met plus de Je suis sûr que distance? 100% des oui. gens à qui on pose la question vont dire oui. Oui.
Non. Pas forcément. Alors vous savez, il y a un magazine allemand qui est très sérieux, qui s'appelle Auto Motor und Sport. C'est, on va dire, la référence en Europe pour moi. Und Sport. Ouais, exactement. En matière de tests automobiles, ils ont déjà démontré à maintes reprises que des véhicules qui étaient très lourds et très puissants freinaient beaucoup plus court que des petites voitures légères. Voilà. Alors évidemment, vous allez me dire, ça dépend du système de freinage et de la taille des pneus. Certes. Mais le poids de la voiture, ça joue. Oui, ça joue. Mais c'est vrai que la théorie nous enseigne que l'énergie cinétique... Allez, sortez votre cahier, Laurence. Ah non, c'est on est en vacances bientôt. Un demi de MV2. Oui, c'est vrai. La formule dans laquelle M est la masse. Maman donc plus... Non, c'est la masse. Donc plus un véhicule est lourd, plus il y a d'énergie cinétique à dissiper lors du freinage. Pour autant, est-ce qu'un véhicule freine beaucoup moins bien lorsqu'il est chargé? Voilà. Alors, le magazine, cette fois, c'est des Suisses. Ouais. C'est Sport Auto a décidé de faire des tests sur un circuit pour connaître la réponse. Ils ont utilisé un gros SUV Ford Explorer. Alors, c'est quand même un gros mastodonte. Il pèse 2,5 tonnes. Oh! Ouais. 2,5 tonnes. Mais alors, c'est un gros bébé, ça, qui ne doit jamais... ça ne va pas spécialement freiner très très bien votre histoire, même quand il n'est pas chargé. Si, détrompez-vous, le mastodonte il stoppe en 11 mètres à 50 km/h, en 44 mètres à 100 km/h, ce qui est nettement mieux que la théorie qui indique une distance de freinage de 12 mètres 50 à 50 km/h et 50 mètres à 100 km/h. D'accord, mais ça c'est à vide, mais en charge. Alors avec 6 passagers à bord, ils ont bien chargé le bestiau. 75 kilos de sable, ils allaient faire du ciment sans doute pour matérialiser les bagages, soit 559 kilos supplémentaires. Je vous laisse calculer combien pesaient les participants, ce qui correspond à une augmentation de 22% de la masse du Ford Explorer. Beaucoup, en fait. Le véhicule stoppe en 11 mètres à 50 km/h, c'est exactement la même distance qu'à vide. À 100 km/h, il freine en 45,5 mètres, c'est 1,50 m de plus. Et ça, c'est sur le plat. En descente, c'est carrément surprenant. À 80 km/h, le pachyderme freine en 31,50 m à 100 km/h. C'est 1,50 m de moins qu'à vide. Et les mesures ont été effectuées 5 fois pour être sûr de la validité des résultats. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Avec plus de charge sur l'arrière du véhicule, le système de freinage va automatiquement augmenter la puissance de freinage sur cet essieu. Donc l'efficacité globale, elle est meilleure. C'est d'ailleurs ce qui lui vaut de passer le contrôle technique avec une grosse caisse à outils dans le coffre. C'est mieux de passer le contrôle technique avec une grosse caisse à outils dans le coffre parce que vous allez mieux répartir le freinage. C'est un petit truc que je vous donne. C'est cool ça comme idée, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on est plus en sûreté dans un véhicule qui est chargé que dans un véhicule qui roule à vide. Non, alors j'ai pas dit ça. Quand même. J'ai quand même pas dit ça. En fait, un petit peu. On peut pas négliger la charge du véhicule. Ça a beaucoup d'incidence sur le freinage, surtout sur l'échauffement du système de freinage. Parce que là, sur un freinage, ça va freiner beaucoup mieux. Si vous freinez une descente de col, par exemple, avec un véhicule chargé, vos freins vont monter en température, ça va freiner beaucoup moins bien. Ça aussi, évidemment, le chargement a une incidence sur la tenue de route. Là, elle va être nettement moins bonne parce que vous allez être embarqué dans les virages. Donc, on ne peut pas dire que le poids n'a pas d'incidence sur le comportement d'un véhicule. En revanche, de dire c'est beaucoup plus lourd, ça va freiner beaucoup plus loin, non. Et en revanche, là où alors les écolos vont pas être contents, c'est que le poids, de temps en temps. Mais le poids aura peu d'incidence sur le freinage d'un véhicule lourd et il en aura plus sur l'incidence d'un véhicule très léger. Ouais. Avec une Smart, par exemple, tu me dirais, charger une Smart avec 6 passagers à bord, c'est pas facile. Ça dépend ce que vous mettez. Mais donc, ça a moins d'incidence de rouler avec un gros véhicule chargé qu'avec une petite voiture chargée. Bon, voilà, on a fait un point. Merci beaucoup. Et je vous en prie. Mais comme ça, je serai c'est pas... pour moi. Oui, non, mais c'est bien. Je ne vais pas rouler de la même façon. Et vous qui êtes très, très chargé actuellement sur les routes des vacances, vous savez, vous avez eu la bonne réponse. Ça n'empêche pas qu'il faut rouler tranquille, avec prudence, et prendre ses distances de sécurité. On est d'accord. Allez, Zou, on parle auto avec vous sur Sud Radio. C'est aussi questions pratiques et questions que vous posez à l'ami Jean-Luc Moreau. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Et tout de suite, nous accueillons Eric qui nous rejoint au 0826 300 300. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Ok, joli accent. Un joli accent du sud. Et du sud-est. Oui, exactement, de Toulouse. De Toulouse, au sud-ouest. Voilà, plutôt. au sud-ouest, c'est ça. Ça va bien? Oui, ça va bien. on vous écoute, j'adore. Oui. Quel soleil dans la radio. Bon, moi je vous appelle donc parce que j'ai acheté d'occasion donc chez le concessionnaire Skoda
un Karoq de modèle 19 Ouais. et 2019 et le 31 août 2020, avec extension de garantie de 2 ans. D'accord. Alors, très rapidement, je me suis rendu compte pendant la saison hivernale qu'il y avait un problème à l'intérieur des optiques avant. Ils étaient comme piqués, enfin, il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Surtout, je le voyais quand j'allumais l'éclairage. Donc, je me suis rapproché du responsable atelier du concessionnaire afin de lui soumettre ce problème. Et après plusieurs échanges téléphoniques, j'ai laissé le véhicule pendant 3 jours chez eux, D'accord. puis pour expertise. Et suite à cette expertise, il nous a été dit problème réglé. Alors, il semblerait qu'ils aient changé les optiques. Bon, j'ai eu du mal à m'en rendre compte. Ouais. Or, il se trouve qu'après ces changements, le problème s'est aggravé et nous avons... Et maintenant, il y a des poissons rouges dans les phares. Ah non, non, il n'y a pas de poissons rouges, mais alors, il y a de la condensation jusqu'à moitié phare. Ah ouais. Ah non. Et, Voilà. et vous y êtes retourné? Ils vous ont dit Alors, quoi? j'ai recontacté le responsable atelier il me dit je suis démuni face à ce problème qui me semble normal. Non, Voilà. alors normal, non. Alors c'est Ouais. non, attention. non, c'est pas normal d'avoir un défaut d'étanchéité sur un non. phare. D'ailleurs, votre Exactement. voiture, elle est récente, mais si elle avait plus de 4 ans et que vous passiez le contrôle technique, vous seriez recalé au contrôle technique avec de la buée dans les phares. D'accord. Donc ça veut bien dire que c'est pas normal. À partir du moment où on peut Ah pas bah avoir ouais. le contrôle technique, c'est que c'est pas normal. Non, non. Alors, C'est ce que me disent les garagistes d'ailleurs, mais bon, avec eux, j'arrive pas à avancer, quoi. ouais, c'est étonnant parce que le Karoq, bon, ça fait partie du groupe Volkswagen, hein, Skoda, et Oui. c'est plutôt une voiture qui est fiable et bien construite. Et un rapport Alors je qualité-prix serais qui est tenté de très vous dire que intéressant. le carotte n'est pas râpé. Hein, Ah, le Karoq. ah, 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 ah. Oh, je ne pouvais pas passer à côté. Ah quand là là, même. celle-ci, ouais, ça a été dommage. Non, mais ils doivent. Alors, de toute façon, votre concessionnaire, comme tous les garagistes, il a ce qu'on appelle une obligation de résultat. Ça veut dire D'accord. qu'à partir du moment où il y a un problème, alors il se débrouille comme il veut, c'est pas votre souci, mais il doit être capable de vous régler ce problème. Donc, s'ils ont changé vos optiques et que dans les nouvelles, il y a de nouveau de la condensation, bah, il va repasser à la case départ et surtout, il va essayer de se poser la question. Est-ce que c'est réellement l'optique ou est-ce que c'est pas un caoutchouc qui fait l'étanchéité Qui est mauvais, du ouais. phare qui est percé? Enfin, il va falloir Ouais. qu'ils cherchent un peu plus. Parce qu'aujourd'hui, ils ont le réflexe quand même un peu rapide. Vous leur apportez une voiture, il y a un problème de condensation dans les phares, hop, ils changent les phares. Ça se trouve, c'est autre chose, mais ils vont Oui. pas chercher plus loin. C'est ça le souci. Ils ont plus D'accord. le temps parce que ça coûte. Le temps, c'est de l'argent. Donc, C'est ça. ils remplacent bêtement. Et là, je pense que d'avoir remplacé bêtement les phares et d'avoir le même problème juste derrière, c'était pas le phare en lui-même qui avait un défaut d'étanchéité, c'est à mon avis un des connecteurs, un des caoutchoucs qui fait l'étanchéité des connecteurs qui est défectueux et qui laisse rentrer de l'eau dans le phare. Mais vous pouvez pas continuer à rouler comme ça. Faut y retourner, il est obligé de résoudre ce Mais problème. le problème, c'est que j'y retourne, mais il veut plus rien entendre. Ah bah vous lui Et envoyez donc, un et là- recommandé. et- Alors recommandé accusé de j'ai réception. envoyé un recommandé le 1er mai au siège. Ouais. Et le responsable d'atelier maintenant me demande donc de refaire une photo avec le phare, donc quand il y a de la condensation, Ouais. avec la carte grise à côté, avec le numéro de série. D'accord. Pour être sûr que ce soit Sur votre la photo, voiture. il faut qu'il y ait tout ça. Pour Ouais, sûr que ça va. Je veux dire, il faut tomber au bon moment. Ça ne le fait Non, que mais vous l'hiver. savez quoi? Non, ce que vous allez faire, Eric, vous allez Oui. passer votre voiture au Karcher et de toute façon, s'il y a un défaut d'humidité, vous allez avoir de Ah, mais c'est l'humidité plutôt dans les l'hiver. phares. C'est plutôt l'hiver que Non, ça non, vous mais- Ouais, aide. mais avec la chaleur. Avec, ça va être- non, mais là, l'été, un Karcher. Alors, les voitures sont conçues pour pouvoir résister, justement, les optiques sont conçues pour pouvoir résister au Karcher. Donc, c'est pas un D'accord. problème de passer la voiture avec un nettoyeur haute pression. Donc, vous allez le D'accord. faire, même s'il fait très chaud. Ouais. S'il y a effectivement un petit trou quelque part qui laisse passer l'humidité va passer. Vous allez pouvoir faire votre photo. Eric, est-ce D'accord. que, Faites-le le soir au moment où la température commence est-ce à que vos descendre. problèmes d'humidité qui apparaissent l'hiver apparaissent uniquement quand il a plu ou qu'il a neigé l'hiver ou même quand il fait froid et beau et ça apparaît quand même? Eh bien, ça le fait en fait surtout quand il fait mouver, parce qu'en fait, comme Voilà. je Ouais, suis ouais. bon, Donc, du à coup, ça Toulouse, marche. mais je suis Ouais. des Pyrénées, c'est pour ça que j'ai un 4x4, Ok. et je suis de l'Ariège, et donc c'est quand je suis monté là-haut qu'il faisait froid et qu'il pleuvait, Bon, bah, et c'est- avec sûrement la chaleur de la Oui, parce lumière, qu'en fait, ce qui se passe, ça vous savez, condense, hein. exactement, la condensation, C'est ça. elle est provoquée avec un changement de température. C'est ça. Donc là, c'est pour ça, vous allez passer le nettoyeur haute pression en fin de journée, quand la température commence à baisser un peu. Ouais. Et puis si votre petit trou, là, il y en a un, ce qui est Ouais. étonnant, c'est qu'il soit des deux côtés en même temps. Bon, voilà. Ouais. Donc c'est deux C'est ça. caoutchoucs Ouais. défectueux, sans doute, qui ont été Mais montés. c'est ça, c'est les deux qui le font. Hein. Ouais. C'est exactement ça. Et Et- même les anti-brouillards en dessous. Mais comme c'est la même optique, tout ça, c'est le même D'accord, ensemble. Ouais, mais non, d'accord. c'est ça peut Si être c'est le le même joint. ensemble, ouais, Ouais. c'est un joint quelque part. Donc Ouais. la solution, c'est ça, hein, pour arriver à faire la photo. Et une fois que vous aurez fait la photo, bah,
ils vont se pencher un peu plus en détail sur votre Ouais, souci. mais j'ai l'impression qu'ils jouent la montre, en fait, quoi. Et après, elle sera plus sous garantie. Et ça Ouais, va mais là, comme vous ça, avez quoi. le temps. Elle est, Oui. elle est 2020, c'est ça Non, que puis vous avez des Elle est preuves. 2019. En février 2022, la fin de garantie. Bon, bah, ça vous laisse un peu de temps. Non, puis vous Mais aurez non, la mais il faut le preuve. régler maintenant, parce Non, qu'en puis- plus, on a un mauvais... Non, mais ça éclaire Jean-Luc, moins bien quand même avec Non, de mais l'eau il n'y a, dans pas les que ça, phares. c'est que s'il fait le recommandé avec la photo, etc., il y aura la date au moment où vous avez envoyé tout ça, oui, donc ça rentre dans le cadre des ouais, 2 ans de garantie. Ouais. Bon, bah, vous nous tenez au courant, Eric? Et bon, écoutez, je vais essayer. De toute façon, c'est la date à laquelle vous avez fait le recommandé. Tant que le problème n'a pas été réglé, mais c'est cette date-là qui compte. Hein. S'il c'est règle ça. le problème 6 mois après en vous disant « Ah bah non, la plus sous voiture est garantie. plus sous garantie », vous direz « Attendez, regardez, Eh, gars, je vous vous l'ai envoyez ça. signalé, c'était encore sous garantie. ». Mais j'y suis allé plusieurs fois, j'ai insisté et je sens que vraiment, ils n'ont pas envie, quoi. Et Ah bah ils n'ont pas envie parce qu'ils Ouais. vont perdre du temps à trouver d'où ça vient. C'est pour ça Eh qu'ils ben, n'ont c'est pas ça. envie. En même temps, s'ils changent et le joint et les Alors ce que vous optiques, pouvez faire normalement, aussi, est-ce ça que va vous avez finir. une piscine chez un de vos amis Non, ou chez vous bête. C'est que vous plongez la voiture dans l'eau et vous regardez s'il y a des petites pas la bulles qui voiture, sortent. juste le nez. Juste le nez. Et après, vous la regardez regardez. s'il y a des petites bulles qui sortent des phares. Et vous Ouais, trouverez j'ai pas où est le vraiment trou. envie. Moi, j'ai des doutes, mais je pense que c'est vous qui avez écrit les films avec Louis de Funès à l'époque. Hein. Ouais, Écoutez, c'est ça. Et je peux vous poser juste une dernière Ouais, question. allez-y. ah non, on a les Ouais, enfants, mais vite, non. oui. Concernant le carburant Xelium, Ouais. qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'ils ont fait au dernier JT sur France 2, et ils ont parlé la semaine dernière que c'était pas nécessaire sur des véhicules récents. C'est pas forcément nécessaire, mais c'est mieux. 5, Voilà. 4, Donc, 3, 2, ouais, ça y est. Merci. Je vous embrasse, Eric. Allez, au revoir, Eric. Gros au revoir, bisous, merci. merci. Allez, à suivre, on continue évidemment avec l'essai voiture. On va parler de la Mitsubishi Eclipse Cross PHEV. Et puis, l'arnaque de la voiture propre, c'est le titre du livre de notre invité. Nicolas Meunier sera avec nous sur Sud Radio dans quelques minutes. Sud Radio, 11h midi, on parle auto. Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et je vous rappelle qu'à midi, nous avons rendez-vous avec l'émission Ça roule et avec Pierre Chasseret qui reste également tout l'été avec vous sur Sud Radio. Dans quelques instants, notre invité Nicolas Meunier, journaliste et auteur, viendra nous parler de son livre L'arnaque de la voiture propre. Mais tout de suite, mesdames et messieurs, c'est l'essai de ce week-end by Jean-Luc Moreau. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et on prend le volant de la Mitsubishi Eclipse Cross PHEV. C'est pas facile à dire. Bon, Mitsubishi qui était un précurseur en fait dans l'hybride rechargeable. Vous vous souvenez de l'Outlander, hybride Outlander. rechargeable, qui a été le modèle le plus vendu en 2020 en Europe. Hein, quand Oui, même. c'est vrai. C'est pas Ah juste ouais. une série sur Netflix. Non. L'Eclipse Cross donc hérite de ce grand frère. C'est un modèle un peu plus petit. Bon, plus petit quoique, hein, ça fait quand même 4,40 m de long. Il est surtout plus sexy parce qu'il existait déjà en fait ce véhicule et maintenant il a un physique un peu plus agréable et surtout plus agréable que celui de l'Outlander qui est... Bon, allez, je vais le dire, allez. Personne m'écoute Il chez était moche. Mitsubishi coupé. Il était moche, c'est vrai. Bon. En tout cas, non, on peut pas dire ça. Moi, on m'a toujours appris depuis que je suis petite de pas dire que c'est pas bon ou je trouve ça moche. On a le droit de dire on n'a pas aimé. Voilà. Bon, alors... Parce qu'il y a des gens qui l'ont et qui le trouvent très bien. Donc on le trouve plus joli, puis ça tombe bien Oui. parce qu'à l'intérieur, il est un cran au-dessus des standards habituels de Mitsu en qualité de fabrication, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est classique en matière de présentation, mais en revanche, c'est très complet en termes d'équipement, avec des sièges chauffants par exemple qui sont en série, la finition haute Install y ajoute des réglages électriques, et puis une sellerie cuir, ainsi qu'un double toit ouvrant vitré qui vous permettra de voir les étoiles avec votre chérie la nuit. Bon, il n'y a pas de GPS comme sur les autres Mitsubishi, tant mieux. Ou plutôt s'il y en a un, c'est le TomTom, mais il a 5 ans de retard. Donc vous prendrez votre téléphone. Alors, ce qui nous intéresse... Mais pas au volant. Non, ce qui nous S'il vous plaît. intéresse, c'est ce qu'il y a sous le capot. Et c'est vrai qu'il y a une vraie usine à gaz, parce que vous avez quand même un moteur essence 2,4 litres qui fait 72 kW. Vous avez deux moteurs électriques, 60 kW à l'avant, 110 kW à l'arrière. Le tout alimenté par une batterie d'une capacité de 13,8 kWh. C'est vous dire, ça fait beaucoup de kilowatts tout ça. Et ça fait combien de chevaux? Ça dépend comment vous roulez, parce que vous avez un mode électrique, donc un mode 100% électrique, donc 95 chevaux utilisés en propulsion 100% électrique. Vous pouvez rouler à 135 km/h. C'est suffisant, malgré les 1,9 tonne de l'engin quand même. Là, vous avez 45 km d'autonomie qui sont annoncés. C'est un peu optimiste. Comptez plutôt entre 35 si vous roulez vite et 40 km. Donc, mais on va dire que pour utiliser intelligemment un véhicule hybride rechargeable, mieux vaut pas
cramer l'autonomie électrique dès le départ, il vaut mieux la préserver pour Vous l'utiliser ne par exemple m'enlèverez en pas de agglomération. l'idée, quand vous me parlez de 30-35 km d'autonomie sur un hybride rechargeable, que sincèrement, moi, je restais avec ma voiture thermique. Je ne vois pas pourquoi je vais acheter une voiture qui va me prendre beaucoup plus de poids avec électrique. Nicolas dans Ouais, dans un instant. Mais Bon, franchement, quoi. alors après, Bref. je ne vais pas vous donner mal à la tête en vous Non. expliquant tous les chiffres. types de fonctionnement de cette voiture. Je Ce vous qui est adore. assez incroyable, c'est que, alors on a plusieurs niveaux de puissance en fonction du mode de fonctionnement. 95 chevaux en électrique, 177 chevaux quand on En est ce qu'on thermique. appelle. Alors après, ça fonctionne en hybride série. Et vous avez ensuite un fonctionnement en hybride parallèle. Voilà, avec un moteur qui va passer d'un cycle Atkinson à un cycle auto. Ça Vous y est, m'avez perdu, on là. a lâché tout le Ah monde. ouais, non, mais, On en parlera avec Nicolas, lui, tous les deux, on peut en Oui, mais parler faut pas pendant nous des heures. lâcher. Oui, mais faut pas nous lâcher. Vous non, en non, parlerez en antenne. non, alors. mais ce qui compte, Oui, Laurence, on y c'est va. que malgré cette complexité absolument incroyable, Oui. on ne se rend compte de rien quand on est au volant. C'est quoi pour moi l'intérêt d'avoir ce véhicule? Allez, droit au Bah, but. l'intérêt, c'est que il va optimiser son fonctionnement en fonction de votre besoin. Voilà. C'est-à-dire que si vous roulez gentiment, il va prendre la chaîne de traction qui paraît la plus intéressante pour consommer le moins possible. Si vous avez besoin de puissance pour doubler, il va adopter un autre mode de fonctionnement qui va vous permettre de dépasser rapidement. Donc, il optimise en permanence. C'est ça l'intérêt en fait de tout ce système-là. Alors, ensuite... Son prix, son confort. Ah bah voilà, alors non mais tout de suite. Ah mais oui, mais moi je suis une fille. Vous voulez pas savoir combien ça consomme? Je suis en train de vous dire, ils ont fait une usine à gaz pour essayer de consommer le moins possible. Allez-y. Alors, à rythme raisonnable, on est à 5 litres au 100. C'est quoi un rythme raisonnable? Mais c'est en respectant, vous savez, ces panneaux là, je sais pas à quoi ils servent, ils sont rouges et il y a un truc écrit au milieu. Mais vous savez qu'on économise aussi en roulant cool, et c'est pas qu'une histoire de respecter les... Non, mais bien sûr. Alors, en plus, avec un hybride rechargeable comme avec une voiture électrique, la vraie économie de carburant, elle se fait en décélération. C'est-à-dire il faut anticiper pour se servir des moteurs électriques qui vont recharger la batterie. Regardez ma thermique, moi je vous le dis. Non, Si, regardez ma thermique, elle est très bien. On peut la recharger, donc je vous ai dit. Alors, il a un avantage par rapport aux autres hybrides rechargeables, c'est qu'il a de la charge rapide. Alors, on peut se demander à quoi ça sert de la charge rapide pour recharger une batterie qui est finalement pas très grosse, avec laquelle on va faire que 35 km, mais en tout cas, c'est là et vous pourrez alimenter, parce que c'est du CHAdeMO, donc ça fonctionne dans les deux sens. C'est un peu compliqué aussi, mais vous pourrez alimenter votre fer à repasser, votre machine à laver, tout ça avec votre véhicule. Le prix, parce qu'on arrive à la fin. Combien ça disait coûte? l'ami Pernod. Le haut de gamme, 47 490 €. Vous avez droit à 1 000 € de bonus. Malheureusement, ça a baissé de moitié depuis le 1er juillet. Avant, c'était 2 000. Maintenant, c'est 1 000 € de bonus. Alors, c'est l'hybride rechargeable le moins cher du marché, puisqu'il démarre à 39 990 €. Mais, l'Outlander, qui était plus gros, plus moche, mais ça compte pas. L'Outlander, qui était plus gros, plus puissant, plus familial, coûtait 500 € de moins. Donc, allez, on passe à la troisième, Monsieur Moreau. Ok. Moi, je suis pas très fan de tout ce que vous m'avez raconté. Voilà. Il y a d'autres véhicules hybrides que vous m'avez présentés que j'ai beaucoup aimé. Là, c'est vrai que c'est très technique. C'est très technique, ça. Bon. Eh ben, vous avez aimé rouler avec. Oui, c'est ça. Mais oui, le plaisir de la conduite, c'est ça qui est important aussi. Et puis, on retrouve votre essai sur la page YouTube Sud Radio. C'est l'avantage. Voilà, exactement. Allez. Et puis avec des petits détails. Bon, tiens, je vous expliquerai vraiment comment ça marche. Donc, si vous voulez faire fuir quelqu'un, vous pourrez toujours lui passer la vidéo. Et on va parler aussi tout de suite de voiture avec un autre journaliste qui est spécialisé automobile. Il nous rejoint sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Bonjour Nicolas Meunier. Bonjour Laurence. Vous êtes journaliste Nicolas. spécialisé auto, entre autres chez Challenge, et vous commettez un livre qui s'appelle L'arnaque de la voiture propre, qui a beaucoup plu à l'ami Jean-Luc. Ouais, j'en suis ravi. Ouais, alors j'aime beaucoup Nicolas, parce que c'est un des journalistes sérieux dans ce milieu, dans l'automobile, et il n'y en a pas tant que ça, en fait. Donc, il maîtrise son sujet. Alors, le titre est un peu racoleur quand même. L'arnaque de la voiture propre. C'est l'éditeur qui a demandé ça, ou c'est Nicolas Meunier, en se levant un matin, qui a dit « Tiens, je vais en vendre 100 millions, donc je mets un titre un peu provocateur ». Alors moi, je ne trouve pas du tout provocateur ce titre. Plutôt réaliste alors. En fait, les gens confondent, ça veut dire que la propagande a bien marché, tout le monde confond voiture propre et voiture électrique. Ouais, je suis d'accord. Et donc, ça veut dire que les gens qui trouvent le titre provocateur, c'est qu'ils confondent voiture propre et voiture électrique et qu'ils disent l'arnaque de la voiture électrique. Sauf que c'est pas ça qui est écrit. Non. C'est l'arnaque de la voiture propre, et une voiture propre, ça n'existe pas. Mais par contre, on nous fait croire depuis des années, dans les slogans publicitaires ou dans les discours politiques, que la voiture électrique est une voiture propre.
C'est vrai, Donc, en mais fait, même Renault, Oui. zéro émission, le fameux zéro émission. Oui, bah, c'était Alors leur zéro émission, marketing, vaut ça. mieux pas que ce soit à la radio, parce Non. que ça serait pas Ni à la terrible. télévision, Mais- sinon on serait au mais- chômage tous les deux. Mais zéro émission pour un véhicule, on se doute bien que c'est pas possible. Ah, puis ils avaient même été plus loin, Renault. Je me rappelle, il y avait une pub avec Hélène MacArthur entre le JT et le film du dimanche soir à l'époque, où il y avait encore de la pub sur les chaînes nationales, où on voyait la Zoé qui roulait avec l'herbe qui repoussait derrière. Donc ils étaient allés assez loin quand même dans le concept. Nicolas Meunier, pourquoi ce livre-là? Parce que vous remettez vraiment beaucoup de choses en cause. Alors ce livre, je trouvais qu'il y avait énormément de mauvaise foi d'un côté comme de l'autre. D'un côté, des gens qui disent que la voiture électrique, c'est la solution à tout, qu'il faut absolument y passer pour tout le monde et tout de suite, et que ça va régler les problèmes de pollution. Et de l'autre côté, une autre forme de mauvaise foi qui dit que non, la voiture électrique, c'est n'importe quoi, ça pollue plus que le thermique. Et en fait, la vérité est un peu plus nuancée, comme toujours. Bah, exactement, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, comme j'aime dire, ça. il y a 50 nuances de gris. Donc, Exactement. Et alors, votre enquête vous a démontré quoi à travers ce livre, L'arnaque de la voiture propre? Ben, comme disait Jean-Luc, exactement, il y a 50 nuances de gris, donc ça veut dire que s'il existe plusieurs types de motorisation sur le marché, c'est qu'il y a des raisons qu'elles correspondent à différents besoins, surtout à l'état actuel de la technologie électrique qui n'est pas encore mature, on va dire. Mais qui progresse assez vite, Nicolas, c'est ça. En fait, vous le mettez Oui. même en avant dans votre livre en disant, voilà, la batterie aujourd'hui, c'est le point faible de la voiture électrique à batterie, mais la technologie, elle progresse assez vite. Par exemple, veut dire quoi? Ça veut dire que demain, on aura des voitures électriques sans batterie? Non, ça veut dire que les batteries vont progresser. Voilà, les batteries vont progresser sur le cobalt, par exemple, qui est un des matériaux qui pose problème dans les batteries. On est déjà avec des générations de batteries qui ont 2 fois moins de cobalt qu'avant. Mais vous mettez aussi en doute, parce que je veux dire, Nicolas, j'aime bien votre position, c'est qu'en fait vous savez de quoi vous parlez, et vous mettez aussi en doute le fait que ces fameuses voitures dites propres ne sont pas aussi durables que ce qu'on veut bien aussi nous dire. Enfin, il y a pas mal de choses en fait, mais quelles qu'elles soient d'ailleurs. Mais c'est évident, mais que ce soit une voiture ou n'importe quel produit de grande consommation, de toute manière, ça a forcément un impact sur l'environnement. Et c'est pour ça que le fait de vouloir déculpabiliser l'acheteur dans les discours d'une voiture électrique, enfin, je dirais même presque jusqu'à dire que c'est irresponsable, parce que du coup, il se dit, je peux rouler autant que je veux, ça n'aura aucun impact. Et au contraire, culpabiliser la personne qui roule en voiture thermique, surtout un petit peu ancienne, alors que justement le principe du développement durable, dans l'expression, il y a quand même le mot durable, c'est de faire durer. C'est pareil, c'est pas forcément. Enfin, il y a un petit problème de logique. Alors, il y a quand même un truc, parce que je ne pouvais pas dire, Nicolas Meunier, enfin, si, je peux le dire, ce que vous avez fait, c'est remarquable, j'aurais pu mettre mon nom, mais il y a quand même une phrase que j'ai retenue qui ne me plaît pas, où on n'est pas d'accord, fallait bien qu'on ne soit pas d'accord au moins sur une phrase. Vous écrivez « Espérer parcourir plus de 300 000 km avec une voiture produite, une voiture électrique produite aujourd'hui, c'est illusoire. Or, quand on regarde, quand on demande à Tesla, et surtout aux taxis qui roulent en Tesla, à combien de kilomètres ils sont, la plupart dépassent 400 000, voire 500 000 kilomètres. Donc, ça veut dire qu'avec un véhicule électrique, on peut faire des centaines de milliers de kilomètres. Alors oui, c'est vrai, mais écoutez ce que vient de dire Laurent, c'est-à-dire qu'ils ont roulé en très peu de temps. Oui, c'est vrai avec une batterie. Le problème avec une batterie, et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'une batterie, elle va s'user à partir du moment où elle est construite, que vous rouliez ou pas. Donc on a intérêt avec un véhicule électrique à rouler. Celui qui a une voiture électrique. Donc Nicolas, il a raison. Enfin, excusez-moi Jean-Luc, là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Mais non, il n'a pas raison. Il écrit. C'est que déjà, développer le truc, Jean-Luc, par rapport à ça. Nicolas. Non, mais moi j'irai plus loin. En fait, c'est que le problème, ça viendra pas de la batterie, ça viendra pas du moteur, ça viendra mais ça concernera la voiture électrique comme n'importe quelle autre voiture thermique si elle perdure à l'avenir. C'est qu'on tombera sur des pannes électroniques ou des problèmes de logiciels dépassés avant même que la partie mécanique soit morte. Et ces problèmes-là seront tellement complexes à résoudre que que les réparations excéderont la valeur résiduelle de la voiture. Donc ça ne sera pas un vrai problème de fiabilité, ça sera un problème de rentabilité économique et de viabilité de cette réparation. Ouais. Et ce que vous écrivez aussi quand vous dites, j'aime bien la phrase, aujourd'hui, acheter une voiture électrique, c'est comme vouloir acheter un VHS au moment où on prépare le DVD. C'est ça. C'est vrai que ça progresse très vite.
Mais en même temps, c'est la même chose pour les ordinateurs ou les téléphones portables. À partir du moment où on en achète un, on sait qu'il est déjà obsolète et que la génération d'après, elle est dans le tuyau. Donc c'est la même chose. Il suffit de comparer le prix d'un téléphone portable ou d'un ordinateur au prix d'une voiture, on s'aperçoit que c'est pas du tout le même investissement et surtout il n'y a pas de marché ou très peu de marché de seconde main pour un ordinateur ou un portable ou un téléphone, alors que souvent on intègre dès l'achat la valeur résiduelle, surtout dans les leasings, c'est même un point important des valeurs des loyers puisque c'est calculé dès le départ, ou la valeur résiduelle de la voiture au moment de la revente ou au moment de la fin du leasing, c'est un critère qui est pris en compte par les acheteurs dès le départ. Ouais. C'est effectivement un problème complexe et c'était un tour de force d'arriver à tout mettre parce que vous avez tout mis, hein, ça c'est bien. Non, franchement. Alors on est parfaitement d'accord. Il n'y a pas une solution. La voiture propre n'existe pas, ça on est d'accord. Il n'y a pas une solution. Il y a des solutions adaptées à chaque usage. Et là on en revient à ce que je dis depuis des années. Donc je vous conseille, si vous voulez acheter une voiture, tiens. Ça peut être. Et alors moi, je suis ravie de ce que l'ami Jean-Luc vient de dire, parce que d'un seul coup, les deux hommes de ma vie radiophonique sont d'accord. Il n'y a pas une solution, il y en a plusieurs. Il y a des solutions, évidemment. Selon nos besoins. Merci beaucoup à notre invité, Nicolas Meunier. Merci d'avoir commis ce livre aux éditions. Combien il vaut il vaut 9,90 €. Ouais, ça va. Édition Alerte Hugo et Doc, l'arnaque de la voiture propre, signée de Nicolas Meunier. À suivre, parlons pneus, parlons bien. Et puis, vous serez vous aussi invité à venir rejoindre l'ami Jean-Luc pour lui poser la question: quelle auto choisir si vous voulez en changer? À tout de suite. Sud Radio, 11h midi, on parle auto. Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et dans quelques instants, vous savez qu'on conclut toujours notre rendez-vous avec cette question: quelle auto choisir? Donc vous n'hésitez pas, 0826 300 300. Vous venez nous retrouver, vous avez envie de changer de voiture. L'ami Jean-Luc vous donnera ses bons conseils de pro. Mais tout de suite, on va parler pneus. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Et alors, puisqu'on est dans la période des vacances, là, le 17 juillet, vous avez, Jean-Luc, envie de poser cette question? Vous pleurez pour les pneus, qui est le grand oublié des vacances? Oui. Sur le bord des D'abord, routes. on fait des régimes pour supprimer les pneus avant les vacances. Les pneus. Voilà. Et puis, c'est vrai que quand on voit dans les centres auto j'allais dire les sondages, c'est pas les sondages, mais les mesures qui sont faites sur les véhicules qui passent, on se rend compte qu'il y a pratiquement une voiture sur 4 qui est sous-gonflée. C'est pas le seul problème. Il y en a plein d'autres. On a avec nous Aline Logier, qui est la directrice marketing véhicules légers chez Euromaster, pour en parler. Bonjour Aline. Bonjour Aline. Bon, c'est ce que vous constatez chez vous, que à peu près un quart des voitures sont sous-gonflées sur la route? À peu près 25% des véhicules qu'on voit, effectivement, ne sont pas gonflés à la juste pression. Et effectivement, c'est souvent du sous-gonflage. Et quel est le risque d'ailleurs, du sous-gonflage? Le risque du sous-gonflage, il est multiple en fait. Oui. Exploser un pneu, oui, absolument. C'est un pneu sous-gonflé, c'est un danger parce que ça peut effectivement, à la fin, se terminer par l'éclatement du pneu. C'est aussi un danger parce que ça peut se répercuter sur les distances de freinage. Un pneu sous-gonflé, quand vous freinez, votre véhicule met un petit peu plus de mètres à s'arrêter. Et puis, ça peut être aussi un danger parce que ça joue sur la tenue de route également du véhicule. D'accord. Ça représente quoi en termes d'accidents, par exemple, sur autoroute, les pneus sous-gonflés? Alors, il y a une étude qui a montré que 15% des accidents mortels qui avaient lieu sur autoroute étaient directement liés à des pneus qui étaient usés ou sous-gonflés. 15%, c'est énorme. C'est énorme. Comment je fais d'ailleurs pour gonfler mes pneus? Ça paraît bête, on va dire, on souffle dedans. Non, mais comment je fais d'abord pour savoir à quelle pression il faut que je gonfle les pneus de ma voiture? C'est marqué dans ta portière. Ouais. Bravo. Alors, c'est marqué sur la portière, c'est le cas le plus courant. La portière du conducteur, on regarde dans la tranche de la portière et il y a effectivement indiqué les pressions du constructeur. Ce sont bien les pressions qui sont indiquées par le constructeur qu'il faut prendre en compte. Si elles ne sont pas dans la portière, certains véhicules l'ont également dans la trappe d'essence. Et puis maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, les véhicules modernes, les derniers, c'est aussi sur le tableau de bord, mais c'est marqué aussi sur le tableau de bord électronique en disant attention. Voilà, et puis on vous dit attention, là, la mienne, elle vient de me le dire ce matin, donc il va falloir que j'aille la regonfler, petite mère. Ah ben voilà, donc on a un exemple. Oui, concrètement. Une fois, si j'ai commencé à rouler, Aline, et que je dois regonfler mon pneumatique, faut que j'adapte la pression donnée par le constructeur. Parce que ma roue est chaude, en fait. Voilà.
Voilà, c'est ça. Si vous avez roulé plus de 5 km avant d'arriver effectivement à votre station de gonflage, vous pouvez rajouter jusqu'à 0,3 bar à peu près. D'accord. Sur votre Ce qui va être mon norme cas. constructeur. Ce qui va être mon cas en partant de la radio, il va falloir que j'aille gonfler. On fait des trucs très pratiques. Super, aujourd'hui. j'adore, merci. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut vérifier d'autre sur ces pneus avant le départ en vacances ? Il faut vérifier l'usure, évidemment, et donc il faut regarder ses pneus, il faut vérifier effectivement qu'on n'est pas encore au témoin d'usure qu'ils comportent tous. Vous savez, dans la rainure centrale du pneu, vous avez un témoin d'usure. Donc bien vérifier ça. Si évidemment vous avez un doute, bien passer dans un centre Euromaster, par exemple, qui vous dira effectivement où se trouve le témoin d'usure et s'il est temps de changer votre pneumatique ou pas. Donc, l'usure du pneumatique, vérifier les flancs aussi, savoir s'il n'est pas blessé, votre pneu, s'il n'a pas eu un incident. Vérifier aussi l'usure, la régularité de l'usure, on va dire, parce qu'on peut avoir des pneus qui ne sont pas usés régulièrement, sur lesquels il sera intéressant de faire une géométrie, par exemple, parce que ça va jouer aussi sur la régularité de l'usure du pneu et sur la durabilité du pneu. Et question, excusez-moi de vous couper la parole, parce que je vous sentais bien partie, Aline, mais si par exemple j'ai changé mes pneus chez vous, chez Euromaster, et puis les pneus arrière ont été changés après ou avant, machin, et que j'ai pas les mêmes marques, ça peut arriver ou pas, ça, ou non? En général, on essaye de faire attention quand même. Il est obligatoire d'avoir la même marque de pneus, au moins sur le même essieu. Sur le même essieu. Sur le même essieu. Voilà, c'est ça. Donc, le même type de pneus. C'est d'ailleurs, est-ce que c'est la bonne saison là pour changer ces pneus, derrière, Aline? alors. La bonne saison pour changer ses pneus, c'est quand ils arrivent au témoin d'usure. On est d'accord. Mais est-ce qu'il y a des opérations promotionnelles là, en ce moment pour profiter de pneus moins chers? Oui, absolument. En ce moment, vous avez une opération sur la marque des marques, la marque Michelin, chez Euromaster, avec jusqu'à 100 € qui vous seront remboursés si vous équipez votre véhicule en pneu Michelin. Et puis, vous avez jusqu'à 60 € de remise immédiate sur la marque Hankook également. D'accord. Une question, c'est les vacances. Là, on est le 17 juillet, donc il y en a déjà qui sont sur la route, bien chargés. Quand je charge et que je surcharge ma voiture avec les valises, les voisins, le chien, le chat, mamie qu'on a pris au passage, est-ce qu'il faut que je surgonfle un peu ou pas? Vous pouvez là aussi surgonfler environ de 0,3 bar vos pneumatiques. D'accord. Attention quand même, parce que ça c'est pareil, c'est un motif quand même d'accident qui arrive aussi sur l'autoroute et sur la route des vacances, et ça c'est important de le prendre en charge, et puis de quand vous chargez votre voiture, de commencer par le plus lourd, de le mettre en bas pour baisser le centre de gravité de votre véhicule, ce qui lui permettra d'avoir une meilleure tenue de route. Et puis faites attention quand même aussi à ne pas trop charger votre véhicule, puisque les pneus sont faits pour supporter une certaine charge, et que au-delà de cette charge, on met le véhicule et puis ses passagers en danger. Et j'ajouterai une dernière chose, c'est qu'il faut aussi faire attention aux pneumatiques, soit de la caravane, soit de la remorque. Mais oui, la caravane. Ah bah voyez. Ouais, c'est vrai qu'on n'y pense pas. En plus, ils sont, la plupart du temps, ils sont à plat dans l'année. On les regonfle et puis on se dit youpi, c'est parti. Et puis on en voit sur le bord des routes des caravanes qui ont les pneus éclatés. Au même moment, j'allais en parler. Bon, on est vraiment sur le même pneu là. Non, il faut faire attention parce que c'est vrai que les remorques, les caravanes, ce sont souvent des véhicules qui restent immobiles une grande partie de l'année. Les pneus, du coup, on n'y fait pas très attention. Ils vont pas forcément beaucoup rouler, mais ils peuvent avoir vieilli quand même. Donc c'est important aussi là de vérifier à la fois l'état du pneumatique et puis sa bonne pression. Cool. Eh ben parfait. Merci beaucoup, Aline. Merci à vous. Merci beaucoup. Soyez prudents. En tout cas, voilà tous les bons conseils qu'on a eu côté pneus pour vos départs en vacances. Vous qui êtes actuellement sur la route ou qui allez la prendre d'ici quelques jours, vérifiez bien tout ça avant de reprendre le grand ruban ou si vous préférez les nationales, parce qu'il y a des petites surprises aussi sur comment on appelle ça, le quoi, les nationales, le départemental, c'est... Le réseau secondaire. Merci beaucoup, j'adore Jean-Luc. Il me regarde, il sait de quoi je veux parler. Cet homme me décrit et me traduit. Allez, dans quelques instants, ça va bientôt être terminé. Mais juste avant, on va accueillir maintenant Mireille. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir ? Et c'est Mireille que nous recevons. Bonjour Mireille. Bonjour Mireille. Bonjour Sud Radio. Vous allez bien ? Merci. Eh bien, merci de me recevoir. Oui, je vais bien, mais sauf que je suis quand même un peu remontée en colère contre Renault. J'ai expliqué, je crois, le problème de ma fille. Par un courrier, mais on va vous réécouter du coup, parce que les auditeurs n'ont pas reçu le courrier. Bien sûr.
Donc, ma fille a une capture qui est tombée en panne au bout de 51 000 kilomètres. Le véhicule date de 2014, mais il est en très bon état. Il a été entretenu par Renault, etc. Bon, bref, la boîte de vitesse a cassé net, 51 000 kilomètres. Renault a été saisi, le service client a été saisi, et on a demandé, bien entendu, la prise en charge, puis du fait de ce peu de kilomètres, la prise en charge des frais de réparation par Renault. Eh bien non, le service client ne l'entend pas comme ça. À aucun moment, on a reçu des courriers, bien entendu, à aucun moment ils n'ont parlé de panne prématurée. 51 000 kilomètres, une boîte de vitesse automatique qui casse, c'est pas normal. Ma fille a contacté des services automobiles, pardon, des magazines automobiles, etc. Et un service de défense des consommateurs qui sont d'accord pour dire que normalement, dans ce cas-là, la prise en charge totale des frais devrait incomber à Renault. Mais Renault ne l'entend pas de cet avis. Ils n'en ont jamais parlé. Ils n'ont jamais parlé de panne prématurée. D'accord. Réponse de Jean-Luc Moreau. Alors, est-ce que déjà il y a eu des signes annonciateurs avant cette casse de boîte de vitesse? Parce que la boîte EDC, donc qui est la boîte robotisée de Renault, effectivement, peut être sujette à des pannes. En général, ça fait des craquements avant. Et ça vient du système d'embrayage. Donc on entend au passage des vitesses, c'est pas vous qui les passez, hein, c'est la voiture qui les passe toute seule. Mais il y a un petit bruit de craquement. Est-ce que votre fille a entendu ça avant, ou est-ce que réellement la panne est arrivée d'un coup? Et là, je sais pas, on n'en a pas parlé, mais il s'est affiché sur sa boîte, pendant qu'elle conduisait, faites vérifier la boîte de vitesse. Et elle est tombée en panne. D'accord. Voilà. Bon, alors le problème, c'est que la voiture, elle est de 2016, on est d'accord, hein, c'est ça? Ouais. Non, je me suis trompée en faisant un courrier, elle est de 2014. 2014, d'accord. Ouais. Donc 51 000 km, c'est combien de temps après? 2 ans, 3 ans, 4 ans? Non, mais je dirais peu importe le kilométrage. Peu importe le kilométrage, parce que là, ce qui nous intéresse, c'est que on est dans le cas d'un vice caché. Et vous savez que les vices cachés, la loi a changé malheureusement. Hein, ça aurait été il y a 10 ans, il n'y avait pas de problème, mais depuis, ça a changé. Aujourd'hui, c'est 5 ans. Donc, malheureusement, 2014 plus 5, ça nous fait 2019. Donc, 2019, vous avez dépassé ce qui aurait obligé Renault à prendre en charge votre panne. Aujourd'hui, c'est au bon loisir du service commercial. Ils n'ont aucune obligation légale. Donc, même si vous faites appel à une association de consommateurs qui va vous aider, alors ce que vous pouvez faire quand même, faites faire un courrier. Est-ce que par votre assurance, vous avez une protection juridique? Ah, très bien. Il y a une aide, mais pas une protection juridique. Alors, moi, je vais faire un petit message à tous ceux qui écoutent Sud Radio. Prenez les protections juridiques des assurances. Ça vous coûte peut-être 10 ou 15 euros par an. Mais alors, qu'est-ce qu'ils sont? Et puis, ils sont vraiment compétents. Regardez dans tous vos contrats d'assurance. On a forcément des contrats de protection juridique à un endroit ou à un autre. Moi, la mienne, ils sont hyper compétents. Regardez si vous en avez une. Ou alors, faites faire un courrier par un avocat. Ça ne veut pas dire que ça va aboutir, puisque rien ne les oblige. Comme je vous l'ai dit, la loi, malheureusement... C'est ce qu'ils ont écrit dernièrement, parce qu'ils ont mis 2 mois quand même pour répondre aux relances de la personne qui la défendait, de l'organisme de l'association. Ils ont mis 2 mois pour réponse, pour dire quand même gentiment, concernant le traitement par Renault de diverses pannes aléatoires qui peuvent subvenir dans la vie d'un véhicule, nous devons rappeler qu'après la période de garantie contractuelle, nous n'avons aucune obligation. C'est ça le problème. Et toutefois, Renault, ils sont trop bons. Ils ont mis en place une politique commerciale et qui tient compte pour prendre en charge partiellement les frais de réparation, mais ils répètent bien. Que rien ne les oblige à le faire. On est d'accord, mais ils prennent quand même une... Mireille, ils prennent quand même une petite participation?
Ils offrent une petite participation, 50% des frais de réparation. Alors, les frais de réparation s'élèvent à 10 000 euros. Ils ont proposé peut-être de faire un changement. Très vite, Mireille, concrètement, parce que malheureusement, l'émission se termine. Oui. Ils ont proposé 50%. Ils ont proposé de faire quelque chose qui est un peu moins onéreux, donc ils prennent toujours 50%, sauf que le résultat, c'est que quand même, il reste 4 000 euros. Jean-Luc, pour conclure, malheureusement, il n'y peut rien faire d'autre, en fait. Il n'y a pas de solution. Déjà, ils prennent 50%. Estimez-vous heureuse, ils pourraient vous dire c'est zéro. Voilà. Alors, dans votre cas, en plus, il y a la solution pour que ça coûte moins cher, s'ils prennent 50%, c'est de prendre une boîte d'occasion. On a le droit de monter une boîte d'occasion. Oui. Aujourd'hui, vous pouvez demander à votre réparateur de vous fournir le prix de la pièce d'occasion. Ça sera 30% moins cher que la boîte neuve. Donc, avec une boîte d'occasion, ça vous coûtera la moitié de 30% de moins du prix total. Ouais. Mais malheureusement, il n'y a pas d'autre solution. Mireille, on n'a pas pu vous apporter une réponse positive que vous attendiez, puisque voilà, Jean-Luc nous a expliqué ce qui se passait maintenant avec les vis cachées, 5 ans maximum. Mais malheureusement, je pense que vous n'aurez pas meilleure solution. Désolée Mireille, mais vous savez qu'une émission de radio, ça a un timing qu'on a déjà largement dépassé. On va se faire gronder. Passez quand même bon week-end. L'ami Jean-Luc, on se retrouve samedi prochain. Oui, avec plaisir. Le 24 juillet. Le 24 juillet. Alors à samedi. À samedi.